Ok, nice, parfait. Ben voilà, c'était tout pour moi. Bon courage pour la conf. Bonne soirée. Salut. Salut! Du coup, moi, je me présente. Du coup, je suis Cléo et je suis votre tutrice pour cette séance. J'étais pas là, enfin, c'était pas moi qui faisais. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Parce que ok, parfait. Du coup, c'était pas moi la séance dernière, donc vous me connaissez pas. Du coup, je me présente. Moi, du coup, comme j'ai déjà dit, je m'appelle Cléo et je suis en troisième année de pharmacie. Du coup, voilà. Du coup, bah, on va commencer la conf. Je sais pas comment vous avez fait la semaine dernière, mais est-ce que vous préférez que je lise le QCM et après vous répondez, genre dans le chat ou genre en audio, ou chacun, enfin, je désigne en mode je vais prendre la liste et chacun fait un QCM, enfin un item. Dites-moi ce que vous préférez. La première. Ok. Ok, bah non, mais je vais lire. Si je vais vous poser, oui, chaque réponse, je vais expliquer. Et peux-tu effectuer quelle serait réponse? J'ai pas très bien compris. Mais chaque question, je vais expliquer et je vais vous demander des petites choses. Donc, n'hésitez pas à participer et à ouvrir vos micros, parce que sinon, je vais être un peu seule. Ok, donc vous préférez que... Ouais, je fasse les questions. Et enfin, en gros, vous me dites juste, genre, je vais faire l'item. Après, vous me dites juste si c'est vrai ou faux dans le chat. Comme ça, c'est un peu plus interactif que que je parle toute seule. C'est bon pour vous? Parfait. Parfait, parfait. Bon, on va commencer du coup. Du coup, l'item A de la 1. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire les QCM, c'est pas grave, juste écoutez. Et puis voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Du coup, la question A, la pharmacodynamie et l'étude des effets du médicament sur l'organisme. Qui a mis vrai? Voilà, déjà ça commence. Parfait, vous êtes réactif, c'est cool. Du coup, c'était bien vrai, ça c'est vraiment la définition de base de la pharmacodynamie. Du coup, la B, la dose est la quantité de médicaments présente sur le site d'action après la clairance et la distribution. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est bien faux du coup. Là, j'attends, je vois toutes les réponses. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est faux? Personne ne sait. N'hésitez pas à ouvrir vos micros hein, et à parler. Ouais, c'est ça. C'est ça. La dose, c'est la quantité administrée. Et du coup, la définition qui était dans le QCM, ça correspondrait à quoi, si vous savez? J'attends encore un petit peu, mais personne ne répond. Si personne... Non, c'est pas la demi-vie. C'est pas non plus la biodisponibilité. En fait, c'est des définitions dans ce chapitre, toutes les définitions se ressemblent. Mais du coup, c'était la concentration plasmatique. C'est dans le tout début de votre cours, c'est vraiment la définition de la concentration plasmatique. Donc la quantité de médicaments présente sur le site d'action après la clairance à la distribution. Et la dose, c'est la quantité administrée. Voilà. Pour la C, du coup, c'était l'interaction médicament-récepteur est déterminée par la loi d'action de masse. Qui mettrait vrai et ou faux? J'ai qu'une réponse. Alors, je sais pas pourquoi tout le monde met faux. Nous, la mise vraie. Ouais, nous, la mise vraie. Pourquoi vous l'auriez mise fausse? Les personnes qui ont répondu faux.
Je n'ai pas de réponse. Bah, si j'ai pas de réponse, juste, c'était vrai. L'item, c'était l'interaction médicament-récepteur est déterminée par la loi d'action de masse. C'était ça l'item. C'était l'item C. Mais du coup, nous, on l'a mise vraie, parce que du coup, c'est vrai. Il n'y a pas plus d'explication que ça, c'est dans le cours. T'inquiète, pas de souci. Pas de souci. Mais c'était si vous aviez, vous pensiez à autre chose. Du coup, on va faire la D, la E en même temps parce que enfin, c'est dans la continuité. Du coup, la D, c'était la relation concentration-effet intéresse la pharmacodynamie. Vous avez mis quoi à ça? Ouais, c'est bien vrai. Du coup, c'est bien distingué. Du coup, bah, la E, on va faire la E là. La relation concentration-dose, concentration, ça veut rien dire. La relation dose-concentration intéresse la pharmacodynamie. Ça, du coup, c'est logique que ce soit faux. C'était entre les deux. Du coup, il faut bien retenir que concentration-effet, c'est la pharmacodynamie, donc c'est ce qui arrive à la fin. Et la dose-concentration, c'est la pharmacocinétique. Donc bien retenir, c'est un piège hyper fréquent à faire et qui est très simple à faire pour les profs. Donc bien retenir ça. C'est d'abord la pharmacocinétique entre la dose, la concentration, et après concentration-effet, c'est la pharmacodynamie. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Du coup, je vais mettre dans le chat les réponses. ACD. Du coup, au QCM1, c'était ACD. Donc voilà. On va passer du coup à la 2. Donc la 2, c'est à propos de l'index thérapeutique. Donc voilà. La A. Un médicament à index thérapeutique étroit peut impliquer la mise en place d'un suivi thérapeutique pharmacologique. Ouais, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Ça paraît logique du coup parce que bah, index thérapeutique étroit, bah, ça implique justement des suivis parce que ça peut être dangereux. La B, c'était un médicament à index thérapeutique étroit ne nécessite jamais des adaptations de dose. Ouais, c'est bien faux. Ça va dans la même continuité. Si il a un index thérapeutique étroit, bah, du coup, ça nécessite la mise en place d'un suivi thérapeutique et du coup, ça nécessite des adaptations de dose parce que c'est très étroit. Donc, faut bien, c'est bien important. La dose est bien importante quand on a un index thérapeutique étroit. Donc voilà. Là, c'est, il désigne l'écart entre les courbes d'effets bénéfiques et d'effets toxiques. Nous, on l'a mise vraie aussi. Du coup, bah, c'est bien ça. C'est bien vrai. Voilà. Du coup, la D, c'est la zone de concentration dans laquelle le médicament engendre toujours des effets indésirables. Vous avez mis quoi, celle-là? Ouais, vous avez raison, c'est bien faux, parce que justement, c'est la zone où ça engendre des effets bénéfiques sans effet indésirable, ce qui est logique du coup. La E, plus il est étroit, plus le médicament est sûr. Vous avez mis quoi? Faux? Ouais, c'est bien ça, c'est bien faux. Vous avez totalement raison. Du coup, bah, c'est la logique du QCM, hein, un index thérapeutique étroit, bah, ça nécessite mi- une mise en place d'un suivi thérapeutique, une adaptation de la dose. Et du coup, plus il est étroit, moins le médicament est sûr, parce que bah, si on dépasse la dose, bah, on n'est plus dans justement l'effet bénéfique du médicament. Ça peut engendrer du coup, des effets toxiques ou des effets indésirables. Donc voilà. C'est logique. Du coup, là, c'était AC. La 3. La 3, en fait, je ne sais pas trop comment faire. Ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous allez... Non, vous allez rien voir, en fait. Euh,
Je vais essayer de vous expliquer à l'oral. J'espère que ça va être clair. Ça, je vais le faire, je vais pas vous dire vrai ou faux parce que c'est tout dans la même logique. Du coup, juste, on va faire je vais vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est le max, déjà? Ce que ça signifie? Vous avez le QCM? Comment ça? Je comprends pas. Ah oui, vous avez la courbe. Ouais, mais c'est parce que je voulais vous montrer des petits trucs, mais ça va être un peu impossible, mais je vais expliquer à l'oral. Vous inquiétez pas. Et vous me direz si c'est clair. Parce que voilà, ce genre de QCM, donc le QCM là avec la courbe, c'est hyper important d'avoir compris parce que c'est fort probable que sur ce chapitre, vous ayez que ce genre de questions. Moi, je sais qu'à notre concours, après moi j'étais en passe, donc c'est différent des LAS, mais pour pharmacodynamie, comme il n'y avait pas, enfin c'était 20 QCM, il y avait à peu près 20 chapitres, le seul QCM de pharmacodynamie, il y avait toujours une courbe comme ça. Donc c'est hyper important d'avoir bien compris. Parce que c'est un point très facile quand on a compris. Du coup, est-ce que vous pouvez me définir le max? Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien l'efficacité. Et du coup, est-ce que vous pouvez me définir la CE50? Ah bah, merci. Du coup, c'est bon, le max et la CE50 sont définis. Du coup, c'est bien ça. Le max, c'est l'effet maximum, donc c'est l'efficacité. Et la CE50, c'est la puissance. Donc, c'est la concentration qui permet d'obtenir 50% de l'efficacité, donc le max. Il faut bien aussi retenir que enfin, du coup, le max, c'est plus le max est élevé, plus l'efficacité est élevée, alors que la puissance, c'est plus la puissance euh, augmente, plus CE50 diminue. Du coup, là, est-ce que vous voyez bien? Du coup, ici, on lit Emax sur cet axe. Et la CO50, on le lit sur cet axe. Du coup, voilà. Donc, sur la courbe. La courbe, d'abord, on place le max. Donc, Emax, on le place ici, donc sur cette ligne. Donc, A et B, ils ont la même efficacité. Et C et D, ils ont la même efficacité. Les courbes de A et B, elles sont plus hautes que les courbes de C et D. Donc, A et B sont plus efficaces que C et D. Donc voilà, donc là déjà on peut répondre au QCM. Donc la A, par exemple, A est plus efficace que C, c'est vrai. Du coup, comme j'ai dit, A a une courbe plus haute que C, donc elle est plus efficace. D est plus efficace que C, du coup c'est faux, parce que D a une courbe plus basse, donc a un effet maximum moins élevé. Et du coup, la D, c'est B est moins efficace que C. Ça, c'est encore faux, parce que B est au-dessus de C. Donc ça, j'ai fait pour l'efficacité. Pour la puissance, c'est un peu plus dur. Donc, comme je vous ai dit, ça se lit ici. Donc, on prend l'effet maximum. Je ne sais pas si vous voyez en vrai. Est-ce que vous voyez quand même un peu ce que je fais? Oui, ok, parfait. Parfait. Du coup, là, on a l'efficacité, donc elle est là, donc sur cette courbe. Du coup, c'est comme c'est 50%, si l'efficacité est là, on prend ici. Et après, on rejoint les courbes et on fait comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est pas très clair. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu. Du coup, quand on fait ça, donc on prend l'effet maximum, on prend 50%, donc la moitié de l'effet maximum sur l'axe des abscisses ou ordonnées. Je sais plus. Abscisse, ordonnée. Bref, cet axe-là. Et du coup, quand on fait ça, si vous êtes, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, si vous n'avez pas compris. Du coup, moi, dans l'ordre, ça me fait la CE50A, c'est la plus petite. Après, c'est la C. Après, c'est la B. Et après, c'est la D. Est-ce que ça vous pose problème? Ordonnée. Ok, merci. Ok, bah du coup, parfait. C'est parfait. Du coup, la CE52A, c'est la plus faible, donc c'est le plus puissant. Donc, on peut faire les QCM, du coup. A est plus puissante que C, c'est vrai. Du coup, là dans le QCM, A et C, ils étaient proches niveau CE50. Donc, c'est vrai qu'il fallait bien faire les traits. D'habitude, au concours, ce sera vraiment flagrant, genre la différence. Du coup, après, A est plus... Oui, non. B, parce que c'est celle qui est la CE52A. Donc A, il est là. Donc la CE50, elle est là. Et du coup, c'est la plus
Enfin, en gros, c'est la CE50, c'est celle qui est la plus faible entre toutes. C'est la plus faible entre toutes. Et du coup, c'est la plus puissante. C'est celle qui est le plus proche de l'axe, enfin, le plus proche de zéro. Est-ce que c'est un peu mieux compris? Je sais pas si c'est compris. Ok, parfait. Du coup, la CE52A, du coup, on continue les QCM. Du coup, B est moins efficace que C. C'est faux. Parce que B, du coup. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Non, désolé, j'ai bugué. J'ai mal fait, j'ai pas fait le bon QCM. Du coup, j'ai fait A est plus puissant que C, ça c'est bon. Et du coup, C est plus puissant que D. C'est vrai aussi, parce que comme j'ai dit, du coup, dans l'ordre, c'était A, C, B et D. Dans l'ordre. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est vrai que c'est un peu plus dur à expliquer ça quand on est en distanciel. Du coup, c'est ACE, c'est ça. Je vais mettre ça dans le chat. J'espère que ça a été clair et que vous aviez tous bon. Parce que du coup, ça, c'est vraiment un QCM hyper important. De toute façon, si vous avez des questions à la fin, bah, vous me les poserez. Du coup, on a fini pour la pharmacodynamie, dont on passe au chapitre des règles de prescription. Donc, la A. La prescription médicamenteuse est un acte fréquent et représente un acte mineur de la pratique médicale. Qu'est-ce que vous avez mis? Ouais, c'est bien faux. Pourquoi c'est faux? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pas un acte mineur, c'est un acte majeur. Voilà, c'était juste ça le piège. C'est un acte majeur. Il y a beaucoup de médicaments qui sont sous prescription. La B, l'ordonnance est un vecteur d'information. Oui, bah oui, 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 la phrase se contredit. Ouais, c'est bien vrai. L'ordonnance est un vecteur d'information. Là, c'est une prescription engage la responsabilité du pharmacien. Qu'est-ce que vous avez mis? Je vois des vrais, je vois des faux. Vous n'êtes pas d'accord? Euh, Ouais, c'est ça. C'est pas la responsabilité du médecin, c'est la responsabilité du prescripteur. Donc en prescripteur, on a le médecin, on a la sage-femme et on a le dentiste. Mais en aucun cas, on a le pharmacien. Le pharmacien, justement, il n'a pas le droit de prescrire. Peut-être qu'un jour, on a le droit de prescrire, on ne sait pas. Mais un jour, peut-être. Mais pour l'instant, c'est que le médecin, la sage-femme et le dentiste. Voilà, pas du tout le pharmacien. Le pharmacien, c'est celui qui reçoit l'ordonnance. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y en a plein qui avaient mis vrai. Ok. Non. En soi, enfin, le pharmacien n'a pas le droit de prescrire de médicaments. Juste, c'est lui qui le délivre. Mais il n'a pas le droit de le prescrire. C'est le seul. Bah non, les kinés, je crois qu'ils n'ont pas le droit de prescrire non plus. Je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a que les médecins. Enfin, dans votre cours, c'est que médecin, dentiste, sage-femme. Le pharmacien, c'est celui qui le reçoit, pas qui prescrit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à ta question? T'inquiète. Du coup, la D, la sage-femme peut prescrire des antiémétiques. Vous avez mis quoi? Ouais, vous avez raison, c'est bien vrai. Toute la liste des médicaments que la sage-femme peut prescrire, vous n'êtes pas obligé de la prendre parce que c'est énorme et il y aura jamais, enfin, il y aura jamais de questions sur ça. Mais c'était pour vous montrer qu'elle peut prescrire des médicaments. Pas tout, mais elle peut prescrire, comme le médecin du coup. La E, l'ordonnance doit être bien comprise et accompagnée d'informations orales du malade et ou de son entourage. Ouais. Alors, quelqu'un a dit quelque chose?
J'ai pas question. C'était Michael a dit quelque chose, ça voulait dire quoi? J'ai loupé une question, je sais pas. Du coup, c'est vrai. Pourquoi vous avez mis faux? Non, l'information orale vient pas. En gros, c'est vrai que cette phrase est un peu. Cette phrase est dans votre cours, mais cette phrase est un peu bizarre. Du coup, je vais vous expliquer parce que moi aussi, j'avais bugué sur cette phrase parce que j'étais en mode, mais ça veut rien dire. Parce que c'est le médecin qui dit à l'oral les médicaments qu'il a prescrits. Mais en gros, ce que cette phrase veut dire, c'est que le médecin dit ouais, je te prescris machin chouette, donc un médicament. Et en gros, il faut avoir la confirmation orale du malade ou de son entourage qu'il a bien compris. Ça veut dire ça. Du coup, c'était bien vrai. Est-ce que c'est clair? Mais cette phrase est un peu bizarre, mais il faut retenir que c'est vrai. C'est l'information orale vient du médecin, mais le patient doit. Je pense que ça se fait jamais. Je pense pas, mais en gros, normalement, le patient doit dire à l'oral qu'il a compris. Voilà. 4, c'était B, D, E. Voilà, donc on va continuer. Du coup, la 5, l'ordonnance peut être prescrite pour plusieurs malades. Ouais, ça c'est faux. Ce qui est logique, quand tu prescris un médicament, tu le prescris que pour une personne, du coup. Tout médecin inscrit au Conseil de l'ordre des médecins peut rédiger une ordonnance. Vous mettez quoi? Alors, on n'est pas du tout d'accord, parce que je ne sais pas s'il y en a... Ah, si, Louise, tu as mis faux, et bah tu as raison. C'est bien faux, ça faut vraiment faire attention. Tous les médecins inscrits à l'ordre, ouais, exactement, pas les médecins de travail. Tous les médecins inscrits à l'ordre des médecins non, enfin, ne peuvent pas, enfin, il y a des exceptions. Du coup, c'est la médecine non prescriptive, donc ils sont bien inscrits à l'ordre. Donc les médecins du travail, les médecins de santé publique sont bien inscrits à l'ordre des médecins, mais ils ne peuvent pas se prescrire. Donc ça, bien faire attention. Pour ceux qui ont mis vrai, il faut bien faire attention. Là, c'est une ordonnance Bisone est utilisée pour des patients atteints d'une ALD. Ouais, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Ordonnance Bisone, c'est pour les affections de longue durée. Les ordonnances sécurisées sont réservées aux médicaments coûteux dont le remboursement est limité. Qu'est-ce que vous avez mis à ça? Ouais, vous avez raison. Euh, c'est pas la bonne explication, mais c'est quand même faux. En gros, les ordonnances sécurisées, c'est pas les médicaments coûteux, c'est les stupéfiants. C'est ça, c'est pour les stupéfiants. Donc, Bisone, c'est pour ceux affection longue durée. Sécurisé, c'est pour les stupéfiants. Et pour les médicaments coûteux, c'est les médicaments, enfin une ordonnance sous médicaments d'exception. Et ça, il y a 4 volets. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ça. La E, oui, t'inquiète, ça se confond très vite. Du coup, bien retenir ce que je viens de dire. Du coup, pour la E, bah ouais, répondez, ça va être plus simple. La E est bien vraie. Du coup, l'isotrétinoïde, c'est ouais, médicament d'exception, c'est bien 4 volets. Et c'est pour les médicaments coûteux. Vas-y, du coup, les médicaments, en gros, c'est le nom de leur... Enfin, t'as ordonnance Bisone, ordonnance sécurisée et ordonnance médicaments d'exception. Ouais, oui, c'est rare et coûteux. Oui, oui, j'ai oublié le rare, mais oui, rare et coûteux. C'est ça. Ça fait partie de la rubrique médicaments d'exception et c'est à 4 volets.
Alors, Zofren, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça doit être un médicament rare, du coup, je pense. Du coup, l'isotrétinoïde, c'est une prescription restreinte. Je crois que c'est un des seuls exemples que vous avez dans votre cours, donc on vous l'a mis. Du coup, les médicaments qui sont obligatoirement sous prescription, on a les listes 1, les listes 2, les psychotropes, les stupes et sous prescription restreinte comme l'isotrétinoïde. Voilà, c'est ça pour l'explication. Du coup, c'était la C et la E. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Vous n'avez pas de questions? Parfait, parfait, parfait. Du coup, on va faire le dernier QCM des règles de prescription. Donc, un médicament à prescription initiale hospitalière ne peut être prescrit en ville qu'uniquement en renouvellement d'ordonnance hospitalière. Qu'est-ce que vous avez mis? Je vois un peu de tout. Du coup, cette question était bien vraie. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'est la initiale hospitalière. Il faut d'abord avoir une prescription en hôpital, la première prescription. Mais après, quand c'est en renouvellement, on peut la faire en ville. Voilà, donc ça, c'était bien vrai. La B. Pour les médicaments inscrits sur la liste 2, il est possible de délivrer une quantité allant jusqu'à 28-30 jours. Vous avez mis quoi? Du coup, ça, c'était bien vrai aussi. C'était bien vrai. Voilà, c'est tout. Pas d'explication. Voilà, c'était bien vrai. Pour la C, un médicament à prescription hospitalière ne peut pas être délivré en officine. Vous avez mis quoi? Du coup, c'était bien faux. C'était bien faux, donc juste l'explication, c'est qu'elle peut être délivrée en ville. Voilà. J'ai pas compris, Mickaël, si c'était une question ou si c'était pas une question. Ah, c'est une question? En gros, ça dépend de la prescription. Ça se trouve, sur ta prescription, ça va être marqué pour une durée de 15 jours. Donc là, dans ce cas-là, tu délivres pour 15 jours. Mais s'il n'y a pas de durée, c'est une prescription qui va jusqu'à 28 jours. Donc dans votre coup, c'est marqué 28 jours. On a mis 28-30 jours, mais 28 jours. Retenez 28 jours. Ça va jusqu'à 28 jours. Après, on ne peut plus... Enfin, la prescription n'est plus bonne. Il faut une autre prescription. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, parfait. Parfait, parfait. Du coup, j'ai noté à la C. Du coup, la C était bien fausse parce qu'elle peut être délivrée en officine. La D. Les médicaments inscrits sur la liste 1 sont prescrits sur une ordonnance sécurisée pour une durée de 12 mois. Vous avez mis quoi? S'il y avait plus de réponses, c'était bien faux. Là, le piège n'était pas cool. C'était bien pour une durée de 12 mois, mais le piège, c'était que c'était sur une ordonnance simple, non renouvelable. Donc voilà, c'était ça le piège. Et c'était pas une ordonnance sécurisée parce qu'on a vu que c'était les médicaments stupéfiants. Donc voilà. Pour la E, l'ordonnance est d'un document médico-légal. Ouais, c'est ça, sécurisé.
Ah bah là, j'ai plus de réponses. Ouais, c'est bien vrai. Du coup, bah, l'ordonnance, comme on a dit, c'est un vecteur d'information et c'est un document médico-légal. Donc voilà, donc les réponses, c'était... Ah non, elle est à la 6, là. Attendez. A, D, E. Donc voilà, on a fini ce chapitre. On passe sur la conception du médicament. Du coup, on va commencer par la A. Concevoir un médicament est un processus long, coûteux et encadré. Ouais, vous avez tous bon. C'est vrai, c'est vrai. La synthèse analogue de médicaments connus permet d'obtenir des copies thérapeutiques aux propriétés optimisées. Ça, vous mettez quoi? Ouais, vous êtes trop fort. Ah non, j'ai vu un petit faux. C'était vrai. Du coup, c'était vrai. Il faut bien retenir les stratégies de faible intensivité. Donc, la synthèse analogue de médicaments, ça permet d'obtenir des copies thérapeutiques. Donc, voilà. Et, enfin, en propriété optimisée, du coup. Une des stratégies de faible inventivité est l'initiation à l'automédication. Vous avez mis quoi? Alors, je vois un peu des deux. Du coup, ça, c'était vrai aussi. Voilà. La D, les médicaments d'origine biologique sont plus grands que ceux d'origine chimique et présentent généralement moins d'effets indésirables. Vous avez mis quoi? Donc ça, c'était bien vrai. Du coup, ceux qui ont mis faux, vous auriez mis faux pourquoi? Parce que je sais que ce QCM a posé problème à d'autres personnes aussi. Du coup, vous auriez mis quoi? Enfin, pourquoi vous auriez mis faux? Ouais, pour les effets indésirables. C'est vrai que c'est un peu, ça peut être un peu tendancieux parce que on a dit généralement moins d'effets indésirables, mais en soi on n'est pas trop sûr. Mais du coup, là dans ce QCM, il faut juste retenir qu'en gros les médicaments seront pas forcément plus grands, mais en gros ça cible des plus grosses molécules. Donc par exemple, on a la possibilité du coup de faire de nouvelles gammes comme les anticorps monoclonaux. euh, Enfin, ouais, et que du coup, bah, c'est pour ça que du coup retenir juste que les médicaments d'origine biologique sont plus grands que ceux d'origine chimique. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de ce que c'est. La E, le criblage ciblé est plus rapide et plus rentable que le criblage extensif. Vous avez mis quoi? Ouais, ça vous avez totalement raison. C'est vrai. Voilà. Du coup, là, pour ce QCM, tout était vrai. J'ai vu quelques faux des fois. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Ok, bah, je vais passer à la suite. Pour la 8, la A, il existe 5 stratégies de faible inventivité. Qu'est-ce que vous avez mis? Ouais, c'est parfait. Vous me donnez même la réponse dans vos réponses. Ouais, c'est ça. Il n'existe que 4 stratégies de faible inventivité, comme on en a parlé un peu dans le QCM précédent. Donc, c'était bien faux. La B. La génotoxicité correspond à toute modification brusque et permanente des caractères héréditaires par changement dans le nombre et la qualité des gènes. Vous avez mis quoi? Ça, c'est bien vrai. Vous avez totalement raison, c'est bien vrai. Pour la C, le sidénafil est un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 3. Vous avez mis quoi?
Alors, j'ai qu'une réponse. C'est-à-dire que ce QCM a posé un peu problème. Du coup, tu as raison. C'est ouais, totalement, c'est de type 5. Voilà. On vous a fait ce genre de QCM parce que bah, c'est pour vous montrer que dans ce chapitre, il faut vraiment apprendre les exemples des médicaments. Il y a d'autres chapitres où c'est moins important les exemples, mais dans ce chapitre-là, pour le coup, genre, faut apprendre les exemples. Il n'y aura pas forcément ce genre de QCM parce que c'est vraiment très précis et du coup, bah, c'est pas trop le but de ce chapitre qu'on échange le 3 avec le 5, mais c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment connaître vos médicaments, dans ce chapitre en tout cas. Du coup, la D, la carcinogénicité permet de mettre en évidence l'apparition de tumeurs. Vous avez mis quoi? Ouais, ça c'était bien vrai. C'est bien vrai, c'est la définition. La E, la nitroglycérine est un puissant vasoconstricteur. Vous avez mis quoi pour cette question-là? Ouais, c'est ça, c'était bien faux. C'était vasodilatateur. C'était ça, le petit piège. Donc voilà, donc bien apprendre vos médicaments pour ce chapitre-là. C'est hyper important. Du coup, c'était B, D, et du coup, on a mis la F, parce que la F, c'était... Il faut bien connaître ses médicaments pour ce chapitre. Donc voilà. Mais bon, si vous ne l'avez pas mise, c'est pas grave, hein. Il n'y aura pas ça au concours, vous inquiétez pas. Du coup, la 9, on passe à la 9. Le segment 2 des études reprotoxicité concerne l'embryo fétotoxicité et tératogénèse. Vous avez mis quoi? Ok, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais c'était bien vrai. C'était bien vrai. Donc, on a le segment 1, on a le segment 2, on a le segment 3. Donc, le segment 2 correspond bien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la B, la toxicité aiguë est l'étude quantitative et qualitative des phénomènes toxiques après une administration répétée. Vous avez mis quoi? Ouais, c'était bien faux. Louise, tu as raison, c'est administration unique. Voilà. Ça nous permet du coup de savoir la dose maximale tolérée. Donc l'effet maximum pour lequel il n'y a aucun effet toxique. Donc voilà. La C, on parle de toxicité subchronique entre 1 et 3 mois. J'ai déjà eu une conf et on m'a dit qu'il n'y avait pas ça dans votre cours. Donc je ne sais pas si vous aussi, vous n'avez pas ça dans votre cours. Dites-moi. Ouais, voilà, c'est ça, vous l'avez pas. Du coup, ce QCM, on l'annule parce que bah, du coup, c'est pas, vous l'avez pas dans votre cours. Donc juste, c'était, en gros, on avait chronique, enfin, on avait subaigu, chronique, etc. Du coup, juste avant, c'était subaigu, après on avait subchronique, et après on avait chronique. Mais du coup, retenez pas ça. Euh, je crois que vous avez juste chronique dans votre cours ou un truc comme ça. Mais du coup, retenez pas ça parce que vous n'avez pas ça. L'étude de toxicité chronique peut se faire sur 2 rats. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Alors ouais, vous avez raison, c'est bien faux. Et du coup, je ne sais plus qui a répondu. Ah bah Louise, c'était ton explication est bonne. Ça en fait, il faut pas 2 rats, il faut genre un rongeur, donc un rat, et un non-rongeur, donc un singe ou un truc comme ça, enfin un animal comme ça, parce que c'est du coup ça se rapproche plus de l'homme, des caractéristiques de l'homme. Donc il faut bien un rongeur et un non-rongeur. Pour la E, in vivo veut dire que cela s'applique aux animaux de laboratoire. Vous mettez quoi? Alors ça, c'était bien vrai. Du coup, in vivo, ça veut dire bah, ce que j'ai dit là. Et in vitro, c'est pour les organes, les tissus et les cellules en culture. Donc bien retenir la différence entre in vivo
et in vitro. Du coup, voilà, la 9, c'était... je sais pas si c'est que sur les animaux. Je t'avouerai que je sais pas. Je peux aller vérifier. Je sais plus si c'est que sur les animaux. Mais en tout cas, ça s'applique aux animaux. Je pense que c'est que sur les animaux, in vivo, parce qu'il n'y a pas de test sur les hommes et tout. Ah bah oui, il y a des tests en fait, oui. Ben là, on n'a pas mis, en soi, on n'a pas mis uniquement sur les animaux de laboratoire. Si on avait mis uniquement, du coup, là, peut-être que ça aurait été faux. Mais là, du coup, c'est quand même vrai. Voilà. Du coup, on va passer à la 10. Donc, la 10, c'est le développement clinique des médicaments. Donc, la A, c'est la phase 4, permet de déterminer l'efficacité thérapeutique chez le patient. Vous avez mis quoi? Ouais, c'est bien ça, c'est bien faux, et c'est bien la 3. La 4, c'est vraiment après que le médicament soit commercialisé. C'est toutes les études de voir s'il a des effets indésirables, des effets indésirables après la commercialisation. Donc voilà. B. La déclaration d'Helsinki recommande l'obtention du consentement par écrit du patient pour participer à une recherche. Vous avez mis quoi? Ouais, vous avez raison, c'est bien vrai. Donc la déclaration d'Helsinki, c'était en 64 et celle de Nuremberg, c'était en 47. Donc voilà, bien retenir ces deux déclarations qui sont quand même importantes. Enfin, qui sont importantes. La phase 2A s'applique à des patients malades. Vous mettez quoi? Alors moi, je n'ai pas ça. Je vois que vous êtes tous à mettre vrai. Nous, on a mis faux. Parce que... Ah bah, il y a quelques faux là. Nous, on a mis faux parce que la phase 2A, c'est justement des volontaires sains. Donc, c'est des gens qui sont volontaires et qui sont sains, donc qui n'ont pas de pathologie. Alors que la phase 2B, c'est justement sur des patients malades. Donc, c'est différent. Il faut bien retenir, 2A, c'est sur des personnes saines. Et 2B, c'est sur des personnes malades avec des pathologies. Donc, voilà. La phase 1 correspond à la première administration chez l'homme. Vous avez mis quoi? Je laisse un peu de temps pour répondre. Ok, ça va, il y a un vrai, parce que j'étais là en mode, bon. La phase 1 s'applique bien, enfin, est bien la première administration chez l'homme. Donc ça, c'était bien vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a posé problème sur ce QCM. C'était juste parce que vous ne saviez pas ou s'il y avait autre chose. Non, c'est pas sur la phase 3. La phase 3, c'est vraiment l'efficacité. On teste vraiment l'efficacité thérapeutique. La phase 1, c'est la première administration chez l'homme. Non, ce n'est pas la phase 2A non plus. Moi, dans mon cours, j'avais vraiment la phase 1. Je ne sais pas si c'est le cas de vous aussi. Parce que du coup, c'est logique que la phase 1, c'est vraiment la première administration. En, en fait, souvent, c'est des sujets aussi volontaires. En fait, en fait, il faut bien différencier. La phase 1, c'est vraiment, en fait, la phase 1, c'est sur différentes personnes, on ne teste pas les mêmes choses. La phase 1, c'est vraiment, du coup, on teste vraiment enfin, c'est la première administration chez l'homme. Du coup, c'est vraiment, bah, du coup, c'est aussi sur des patients volontaires sains. Et en gros, des fois, il y a des volontaires malades aussi. C'est marqué ça dans votre cours normalement. Mais voilà. Et après, on a la phase 2. Et la phase 2,
Ça permet du coup de montrer l'effet et je crois que ça permet de déterminer la dose optimale ou un truc comme ça. Et du coup, là aussi, on a dans cette phase, on a 2 phases. On a la phase de A sur des volontaires sains et 2B sur des volontaires malades. Des volontaires malades, c'est ça. Mais du coup, la phase 1A est bien sur des hommes. Voilà, je sais pas si c'est clair. En fait, c'est deux trucs différents. On teste pas les mêmes choses. Du coup, voilà. Les études de phase 3 ne sont que très rarement des études comparatives. Vous avez mis quoi? Ouais, ça vous avez bon, c'est faux. De toute façon, je pense que même si vous saviez pas votre cours, quand on voit que très rarement, souvent c'est faux. Du coup, voilà. Donc là, c'était bien faux. Donc la réponse était bien alors 10 alors, faut que j'y arrive. 10 oh, j'y arrive. C'était BD. Du coup, juste pour faire un petit récap, je vais vous faire un petit récap de ces phases. C'est un peu compliqué. Parce qu'il y a plusieurs trucs à retenir. Du coup, la phase 1, il faut bien retenir que c'est la première administration chez l'homme. Donc, comme j'ai dit, du coup, on va déterminer la dose maximale tolérée. Voilà. Donc, ça, c'est sur des petits effectifs. Donc c'est des petits effectifs. La phase 2, c'est plus pour établir, comme je vous ai dit, à montrer les faits, la dose optimale, etc. Et ça permet de déterminer la dose à tester en phase 3. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, c'est sur des volontaires sains et des patients, donc de A, de B. Et c'est aussi des petits groupes, donc comme la phase 1. La phase 3, elle, du coup, c'est, comme tu dis, les tests d'efficacité, c'est vraiment la phase 3. Donc la phase 3, on a déterminé la bonne dose en phase 2. Et du coup, la phase 3, on détermine vraiment du coup, l'effet thérapeutique chez le patient, donc l'efficacité thérapeutique chez le patient. Et donc, on va voir un peu, du coup, le rapport bénéfice-risque du médicament. Et ça, du coup, ça change, c'est sur des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, c'est ces plus grands groupes. Alors que la phase 1 et la phase 2, c'est vraiment des petits effectifs. Du coup, voilà. Et du coup, la phase 3, comme j'avais dit, la phase 3, c'est la seule qui est après la mise sur le marché du médicament. Du coup, voilà. Et du coup, on va réévaluer du coup, les effets indésirables, le rapport bénéfice-risque, etc. S'il y a des problèmes après la mise sur le marché, c'est possible que des fois, il y ait des problèmes. Et du coup, ça, c'est sur, ah, j'ai oublié du coup de dire, du coup, la phase 3 c'est comme les années QCM, c'est des études comparatives. Du coup, voilà. Et du coup, la phase 4 c'est sur plein de personnes qui sont pas forcément tirées. Genre, c'est un peu aléatoire, quoi. Du coup, tous ceux qui achètent le médicament, c'est un peu aléatoire. On cible pas une population en particulier. Donc voilà pour le petit résumé de ça. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur ça ou ça va? Ça va, OK, c'est cool. Parfait. Du coup, ce chapitre, il faut vraiment retenir les différences entre les différentes phases parce que c'est très facile de faire des QCM sur, ce point-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, ce que j'ai dit. Du coup, la 11, la A. Le promoteur est une personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique, le financement et le contrôle de la qualité de la recherche. Vous avez mis quoi? OK, 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 j'attends un peu plus de réponses. Alors du coup, c'était bien vrai, il y avait le financement aussi, mais c'était bien vrai du coup. Là, les pièges qui peuvent être faits sur ça, c'est, du coup, on inverse la définition entre promoteur et investigateur. Du coup, investigateur, en fait, le promoteur, c'est celui qui crée un peu en mode, ouais, on va faire un c'est une personne, du coup, comme on a dit, physique ou morale, qui crée en mode, on va faire, des études faire un essai clinique sur ce sujet-là et du coup, l'investigateur, c'est vraiment le médecin qui va, du coup, auprès de la population dire: «Ouais, est-ce que vous voulez participer à cet essai clinique?» et cetera. Donc c'est vraiment différent. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça va ou pas? OK, parfait. Donc c'est ça qui peut être, du coup interverti. Ils intervertissent les différences, les définitions qui sont un peu proches, mais qui sont quand même différentes.
B, le volontaire est obligatoirement une personne saine. Ça, normalement, je l'ai déjà dit. Ouais, le promoteur, c'est un peu. Mais en soi, je sais pas si c'est vraiment le chef dans la pratique, parce que c'est lui, en fait, qui a l'origine du projet. Donc, en soi, c'est le chef, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais du coup, le médecin, enfin, l'investigateur, c'est vraiment celui qui va chercher et qui va diriger. En tout cas, dans la définition, ils disent il dirige et il surveille. Donc, en soi, entre les deux, je sais pas si, du coup, après, le médecin n'a pas euh, tous les libres accès. Ça, je sais pas. Mais du coup, il faut vraiment faire la différence. Investigateur, promoteur, c'est vraiment celui qui initie. Et, euh, et ouais, le promoteur, c'est celui qui initie. Et l'investigateur, c'est vraiment celui qui va rechercher les patients et qu'après, qui surveille tous les essais cliniques. Donc en soi, je ne sais pas quelle est la hiérarchie. Voilà, voilà. Je ne sais pas si dans les faits, c'est plutôt le médecin qui dirige ou si c'est vraiment le promoteur. Du coup, pour la B c'est bien faux. Ça peut être une personne saine ou malade. Et du coup, vous m'avez bien écouté, c'est la phase de B. Euh, la C. Avant de débuter un essai clinique, le promoteur doit obtenir l'avis favorable du CPP. Vous avez mis quoi? C'est bien vrai, donc c'est bien l'avis favorable du CPP. Est-ce que vous savez l'autre chose qu'il faut qu'il doit obtenir avant de faire un essai clinique? Il y a une deuxième chose. Il y a l'avis favorable du CPP et il y a ouais, c'est ça. Et c'est l'autorisation de l'ANSM. Donc ça peut peut-être paraître débile, mais vraiment, il faut vraiment retenir avis favorable CPP et autorisation de l'ANSM. C'est pas l'inverse. C'est pas autorisation du CPP et l'avis favorable de l'ANSM. C'est vraiment avis favorable du CPP et autorisation de l'ANSM. Donc voilà. La D, seuls les essais comparatifs permettent de conclure à l'efficacité d'un traitement. Vous avez mis quoi? Ouais, c'est bien vrai. C'est bien vrai. La E, un essai en double aveugle veut dire que le volontaire et sa famille ne savent pas quel type de traitement le patient a reçu. Vous avez mis quoi? Ouais, c'est ça. C'est pas la famille, c'est vraiment le médecin et le patient, donc le volontaire et le médecin qui ne savent pas. Donc voilà, c'est ça le principe d'un essai en double aveugle. C'est bien. Donc là, c'était alors 11. Oh, chaque fois, j'écris pas le bon truc. 11 et nous, c'était A, C, D. ACD. Du coup, là, donc, on va passer à un autre chapitre, donc cible et mécanisme du médicament. Moi, je trouve que c'était un des chapitres les plus compliqués avec le plus de choses à retenir. Mais en vrai, ce qu'il faut faire, c'est que je pense que là, du coup, vous avez eu votre cours de biocell. Et la biocell, moi, je sais que j'avais fait ce cours, enfin, j'avais fait les cibles de médicaments avant d'avoir fait le cours de la biocell. Et après avoir fait le cours de la biocell, il était beaucoup plus simple, ce cours, parce qu'il y a plein de notions qui sont en rapport avec la biocell. Donc voilà, si c'est un petit conseil, si vous n'avez pas encore fait le cours de la biocell, si vous ne comprenez pas beaucoup ce cours, faites le cours de la biocell avant, enfin, bossez votre cours de biocell. Je ne sais plus c'est quel chapitre, je sais plus c'est quel chapitre, mais il y a un cours qui se ressemble, ils se ressemblent. Du coup, la A. Je vais faire la A et la B ensemble. Les cibles des médicaments sont au nombre de 1200. Vous avez mis quoi? Ouais, c'est bien faux. Pour la B, il y a plus de 330 molécules actives. Vous avez mis quoi? Ça, c'était bien. Ça, c'était vrai. Il y a plusieurs personnes qui ont mis fausse. Mais c'était bien vrai. Ah non, c'était faux. Désolée. Non, c'était faux. C'était faux. Je vais vous faire un récap de tout ce qui... de tous les chiffres. Donc, en soi, du coup, le piège, c'était 1200, ça correspond aux molécules actives, donc au principe actif. Donc, c'est pour ça que la A était fausse.
Et du coup, la B était fausse parce que 330, du coup, c'est pas bon non plus. Et 330, ça correspond aux cibles. Donc bien, faites la différence. Donc 1200, c'est les molécules actives, 330, c'est les cibles. Dans ces cibles, on a 270 qui sont, qui font, du coup, qui sont d'origine du génome humain et 60 des organismes pathologiques. Mais du coup, 6600. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. En mode, c'est plus. Il y a plus de 330. Oui, oui, en vrai, oui, c'est vrai. En soi, en vrai, si on fait tous les mots, c'est vrai. Mais du coup, vraiment, 330, c'est vraiment éloigné de 1200. Il y a plus, c'est juste pour dire que si on a mis 340, c'était bon, pas 1200. Voilà. Mais j'avoue que ça peut être tendancieux, mais faut pas trop réfléchir non plus. Donc voilà. Et du coup, 6500, ça correspond aux cibles potentielles qu'il y a encore à découvrir. Donc c'est encore énorme, sachant que là, du coup, il n'y en a que 330. Est-ce que du coup, c'est clair pour ces chiffres-là? J'ai un peu fait un mélange de tous les chiffres que vous aviez dans votre cours. Ok, c'est cool, c'est clair, parfait. Du coup, la C, une cible est pour la plupart du temps spécifique d'un seul. Ouais, je sais, mais oui, il y a des matières où, en fait, au tutorat, c'est pas, on n'est pas des profs, du coup, bah, des fois, on voit pas. Mais en tout cas, au concours, ce sera vraiment clair, ce sera en mode, il y a 330 molécules actives. Il y aura pas ça. C'est vrai que ça peut être tendancieux, mais tu as raison. Mais du moment que tu as retenu les bons chiffres, c'est le principal. Du coup, pour la C, c'est vrai, c'est faux aussi, vous avez raison. Pourquoi c'est faux? C'est du coup logique, mais si vous avez une petite explication. Personne A. Ouais, c'est ça, c'est plusieurs médicaments. C'est ça, c'est plusieurs. Il n'est pas spécifique que d'un médicament. Une cible, ça peut accueillir plusieurs médicaments. Donc voilà. L'adrénaline, antagoniste bêta 1 adrénergique, diminue la contractilité cardiaque. Vous avez mis quoi? Ouais, vous êtes des champions. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est faux maintenant? Ouais, c'est ça augmente. Et il y a un deuxième piège. Ouais, ça augmente la contractibilité, mais du coup, il y a un deuxième piège. Non, c'est pas bêta 2. On a déjà fait ce piège, je crois. Ouais, c'est ça, c'est pas antagoniste, c'est agoniste. Donc c'est un agoniste bêta 1 qui augmente la contractibilité de l'organe, enfin cardiaque. Donc voilà. La E, du coup, les médicaments agissent généralement en se liant à une macromolécule de l'organisme. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un piège sur bêta 1, bêta 2. C'était fort probable. J'ai hésité à faire ce piège-là. Ouais, c'est bien vrai, donc bien faire, attention. Des fois, il peut y avoir des pièges, c'est marqué micromolécules, alors que c'est bien une macromolécule, comme par exemple des protéines. Donc là, c'était la 12, 12 et c'était BE. C'était BE. Du coup, du coup, ça va avoir des récepteurs enzymatiques. Du coup, j'ai mis ce QCM parce qu'ils sont très chiants à apprendre, mais il faut apprendre. Du coup, la A, l'activité enzymatique est portée par l'extrémité extracellulaire. Pourquoi j'ai mis la B? C'est peut-être faux. Oui, c'est complètement faux. C'est vraiment 12, c'est vraiment que la E. Désolée, c'est moi qui ne suis plus. C'est très bien, vous suivez. C'est bien que la E. Je change d'ailleurs. Pour le QCM. Du coup, la A, c'est vrai ou faux pour la 13, la 13 de la A? Il n'y a pas de réponse. Ah si, ça commence. Si vous voulez, je peux vous le répéter. Allez, un petit peu plus de réponses. Il n'y en a qu'une. Ah, il y en a une deuxième.
Bon, s'il n'y a pas plus de réponses, je vais dire la réponse. Ça, du coup, c'était faux. Du coup, j'ai vu deux vrais, mais c'était bien faux parce que c'était intracellulaire et pas extracellulaire. L'activité enzymatique, c'est vraiment genre à l'intérieur de la cellule. Du coup, pour la B, le récepteur du TGF est un récepteur à activité tyrosine kinase. Vous avez mis quoi? Il n'y a pas d'autres réponses. Je crois que c'était un peu dur ce QCM. En vrai, je comprends parce que les récepteurs enzymatiques, c'est pas la partie la plus fun du cours. Mais du coup, c'était bien faux. J'ai vu quelques vrais, mais c'était bien faux. Est-ce que vous savez pourquoi c'est faux? Si vous savez pas pourquoi, je vais le dire parce que c'est vrai qu'il y a eu, ouais, il y a eu beaucoup de vrais. Donc en fait, c'est pas activité tyrosine kinase, c'est activité sérine tréonine kinase. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. La C, le récepteur de l'insuline est un récepteur membranaire. Vous avez mis quoi? Ouais, c'était bien vrai. Donc, c'était bien vrai. Voilà, pas plus d'explications. D, le récepteur à activité guanylate cyclase catalyse la transformation du GMP en GTP. Vous avez mis quoi? Ouais, c'est bon, vous avez raison, c'était bien faux. Est-ce que vous savez pourquoi c'était faux? Ouais, c'est ça, c'était l'inverse. Totalement, tu as totalement raison. C'était GTP en GMP. La E, le monoxyde d'azote a un rôle de vasodilatation pulmonaire. Vous avez mis quoi à ça? Je vois un peu des deux, mais du coup, c'était bien vrai. Ça, c'était bien vrai. On aurait pu faire un piège sur vasoconstriction. Voilà, vasoconstriction. C'est bien vasodilatation. Donc, du coup, j'ai fait ce qu'ils aiment. J'ai vu que vous aviez un peu plus de mal, mais c'est pas très facile à retenir. Mais du coup, faut bien retenir cette partie-là. Du coup, je vous l'ai mise parce que pour que vous vous rappelez que coucou, les récepteurs enzymatiques, ça existe. Ils sont là, ils sont présents. Donc, bien retenir que c'est intracellulaire. Il faut bien retenir c'est parfait alors. Du coup, il faut bien retenir quels sont les récepteurs qui sont à tyrosine kinase ou à tréonine kinase, ceux qui sont sur la membrane ou ceux qui sont au niveau du cytosol. Donc voilà. Donc c'est relou à apprendre, mais il le faut. Voilà. 14. Du coup, la A, la loi d'action de masse définit l'affinité chimique ou force de réaction entre les masses des deux composés chimiques. Vous avez mis quoi? J'ai de moins en moins de réponses. Restez avec moi, c'est bientôt fini. J'avoue que ce chapitre est pas simple. Je ne sais pas. Merci de répondre. Non, du coup, ça, c'était bien vrai. C'était bien vrai, c'est une petite définition, c'était vrai. Euh, Vous inquiétez pas, on est là pour apprendre. C'est le but de la conf. Si vous retenez des choses, c'est trop cool. Donc ça, c'était bien vrai. Mais oui, c'est pas la partie la plus évidente. C'est pour ça que j'ai ciblé sur ces parties-là parce que vous avez déjà plein de QCM sur d'autres points qui sont toujours là, genre les pourcentages en début du cours, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu différent. Et du coup, n'hésitez pas pour ce chapitre à aller dans la rubrique des passes. Enfin, en fait, pour tous les chapitres, n'hésitez pas à aller dans passes conférences classées parce que vous avez à peu près les mêmes cours que les passes et il y a beaucoup, beaucoup plus de QCM. Donc voilà, petit rappel.
si c'est pas déjà fait. Mais j'avoue que les 2 QCM là, c'est pas les parties les plus cool du cours. Du coup, la C, du coup, KD égale machin chouette, là, la formule que vous avez, avec L ligand et R récepteur, vous avez mis quoi? Ouais, ouais. Ouais, c'est bien vrai, donc c'est bien vrai, c'est la formule. Hem, la D, du coup, plus le KD est élevé, plus l'affinité pour le récepteur est grande. Vous avez mis quoi? J'attends pour vos petites réponses. Ouais, c'était bien faux et c'est bien l'inverse. Donc, plus le KD diminue, plus l'affinité pour son récepteur est grande. Hem, voilà. L'affinité. Ah, mais je crois que j'ai oublié de faire la B, non? Je crois que j'ai oublié de faire la D. B. Mais du coup, c'était la quotient d'association au KD, nanana, nanana. Du coup, le piège, c'était que c'était de dissociation. Donc, le K, c'est la constante d'association et le KD, c'est la constante de dissociation. Et du coup, le K, c'est l'inverse du KD. Donc, K égale 1 sur KD. Voilà, petit récap. J'avais oublié de le faire. La E, l'affinité dépend de la structure chimique des composés. Vous avez mis quoi? Alors ça, c'était vrai. C'était vrai. Voilà. Voilà, donc c'était ACE. Du coup, on a fini pour ce chapitre. Donc maintenant, on passe à la pharmacocinétique, qui est un gros chapitre aussi également. Là, on attaque les 2 plus gros chapitres, je pense. Du coup, la pharmacocinétique, elle est l'étude descriptive et quantitative du devenir d'un principe actif dans l'organisme auquel il est administré. Vous avez mis quoi? J'attends les réponses. Mais globalement, là, excusez-moi, je baille. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est bien vrai, c'est bien la définition. C'est bien la définition. B, la pharmacocinétique représente l'action de l'organisme sur le principe actif. Vous avez mis quoi? Parfait, parfait. Je sens que vous avez plus ce chapitre que l'ancien. Ça se voit. Vous préférez les QCM. Ils sont peut-être plus simples. Du coup, c'était bien vrai aussi. Faut bien, du coup, différencier, comme déjà on a dit, effet concentration, concentration, dose. Non, dose, concentration, concentration, effet. Du coup, elle, donc la pharmacocinétique, c'est l'action de l'organisme sur le principe actif, alors que la pharmacodynamie, c'est l'action du principe actif sur l'organisme. Voilà, voilà, voilà. La C, du coup, elle utilise le système ADME, administration, distribution, métabolisme et élimination. Vous avez mis quoi? Alors ça, je pense que du coup, vous êtes tous tombés dans le piège. Mais du coup, je vais vous expliquer. Ouais, déjà, ouais, voilà, c'est ça. Moi, mon piège, c'était élimination à la place d'excrétion. Mais en gros, on m'a dit que c'était pas administration. Du coup, je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais c'était absorption. Donc, c'était absorption, mais je voulais pas faire ce piège-là. Mais du coup, c'est un autre piège. Donc, c'est absorption, distribution, métabolisme et excrétion. En fait, l'élimination, du coup, ça ne fait pas partie. Enfin, ça fait partie du système ADME, mais ça correspond pas au E. Parce que l'élimination, ça comprend le métabolisme et l'excrétion. Donc ADME, ça veut dire absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Donc bien faire la différence avec élimination, métabolisme et excrétion. Et oui, c'est ça. Mais voilà, du coup, il y a élimination, mais ça veut dire métabo et excrétion, donc ça ne veut pas dire le E dans le système ADME. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous et vous n'allez plus jamais tomber dans ce piège-là. Du coup, la D, la diffusion simple dépend uniquement de l'épaisseur de la membrane et sa surface. Vous avez mis quoi? Ouais, vous êtes trop fort, c'est
pas uniquement. Donc, quand il y a uniquement, souvent, c'est faux. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça correspond d'autre, la diffusion simple? Il y a trois autres choses que l'épaisseur et la surface. Ouais, il y a le gradient, donc c'est l'ionisation. Ion, atome, taille de la molécule. Ouais, donc c'est le poids moléculaire. Il y a la ionisation, donc le gradient, l'entrée-sortie avec les ions. Et c'est la liposolubilité. Donc, la diffusion simple, ça dépend de l'épaisseur, de la surface, de l'ionisation, du poids moléculaire et de la liposolubilité. Voilà. La E, le log de P de la loi de Fick est aussi appelé coefficient de passage. Vous avez mis quoi? Du coup, j'ai vu des vrais. Ça, c'était bien faux. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'était faux? Ouais, tout ça, tout à fait vrai. C'est de partage et pas de passage. Voilà. Donc, c'était A, B, D. Donc, on passe à la 16. Il reste presque plus de QCM. On est bientôt à la fin. Donc, la 16, on parle de la biodisponibilité. Donc, la biodisponibilité correspond au pH disponible pour l'organisme. Vous avez mis quoi? Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il est déjà 21h20. AB. AB, vous avez totalement raison. C'est vraiment AB. Je ne sais pas ce que j'ai foutu sur ma correction. C'est vraiment AB. C'est pour voir si vous suiviez. Du coup, ça, c'était bien vrai. C'est bien la définition de la biodisponibilité. B, la biodisponibilité dépend de l'absorption et de la dégradation post-systémique EPP. Vous avez mis quoi? Alors, il n'y a que Laetitia qui n'est pas tombée dans le piège. Ça, c'était pas post, c'était pré. Voilà, vous allez tous me détester après ça. Je suis désolée, mais au moins vous allez, vous allez retenir que c'est la dégradation pré-systémique et pas post-systémique. Voilà, désolée. C'est pour votre réussite. Parce que comme ça, vous allez vous en souvenir pour tout, pour tout. Du coup, la C, c'est l'effet de premier passage peut avoir lieu au niveau des entérocytes et ou des hépatocytes. Vous avez mis quoi? Ouais, ça c'était bien vrai. C'était bien vrai. C'est vrai, voilà. La D pour la voie buccale, le PP est important. Vous avez mis quoi? Oula, il y a des vrais, il y a des faux. Ça c'était faux. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'était faux? Ceux qui ont mis faux. Pourquoi vous avez mis faux? Personne ne sait pourquoi il a mis faux. Vous avez mis au pif. Non, c'est pas par le sang. Personne n'a... Ok, bon, bah, je vais dire. En gros, il faut bien différencier la voix orale de la voix... Ouais, voilà, c'était moyen, merci. Faut bien différencier la voix orale de la voix buccale. Orale, c'est vraiment genre les médicaments. Et buccale, ça peut être au niveau des gencives, etc., au niveau de la langue. Donc, bien différencier ça. La voix orale, le PP, il est important. Donc, c'est ça, j'ai interverti avec la voix buccale, rectale et nasale qui sont... euh,
qui sont modérées. Et celle qui est sous-cutanée, transdermique, intramusculaire, c'est absent, ce qui est logique parce que du coup, il n'y a pas d'effet de premier passage parce que ça passe directement dans le sang. Alors que les autres, il y a des barrières, du coup, au niveau des entérocytes et hépatocytes. Et oui, c'était subtil comme piège. C'est parce que, voilà. On va dans les détails des cours, mais c'est pour vraiment que vous ayez compris. Oui. Ah d'accord, ok, t'inquiète, t'inquiète. C'est pour vraiment que vous ayez compris et tout, parce que c'est vrai que entre pré et post, ça se trouve, vous le saviez, mais genre dans les 15 pages de cours, c'est sûr qu'entre un pré et post, bah, si on n'a pas fait un QCM enfin, pour s'être trompé, bah, c'est vrai qu'on va pas forcément le retenir. Donc là, au moins, vous allez le retenir. Ça sert à ça, les confs du tut. Du coup, là. Du coup, la E, un médicament subissant une absorption de 45 et un EPP de 20 aura une biodisponibilité de 14. Qu'est-ce que vous avez mis? Ça, c'était bien faux. Est-ce que les personnes qui ont eu faux ont le résultat? Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Alors, moi aussi, on m'a dit 9 et quelques, mais moi, j'ai pas du tout ce résultat-là. Parce que je pense que du coup, on n'a pas la même formule. Mais moi, en gros, ma formule, c'est du coup pour savoir la biodisponibilité, on fait l'absorption, donc 0,45 fois 1 moins le pp, donc 0,20. Et du coup, normalement, en faisant 0,45 fois, entre parenthèses, 1 moins 0,2, on trouve 36%. Donc voilà comment on calcule la disponibilité. Mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont fait la remarque que vous n'avez pas de calculatrice et du coup, je suis pas sûre qu'ils mettent ça au concours. Je suis pas sûre, mais dans le doute, apprenez la formule et en vrai, vous allez la formule, je vais vous la marquer. Alors, je vais vous la marquer dans le chat, ça va être beaucoup plus simple. C'est A, donc A, ça correspond à l'absorption fois 1 moins le pp. Donc voilà. C'est ça la formule. Donc c'est l'absorption fois 1 moins le pp. Donc la portion ici c'était 0,45 et le pp c'était 0,2. Donc on remplace et normalement on trouve 36%. Mais du coup en fait au concours vous n'allez pas avoir, enfin à l'examen vous n'allez pas avoir la calculatrice. Donc je ne sais pas si vont vous mettre ce genre de QCM. Mais au cas où là vous avez la formule. Et même si vous n'avez pas calculé, vous ne savez pas exactement combien ça fait, vous allez tout de suite voir si c'est vrai ou c'est faux en calculant un petit peu. Mais normalement, ils vont pas la mettre. Parce qu'ils sont gentils et qu'il y a pas la calculatrice, mais on sait jamais. Genre, on sait jamais. Donc là, au moins, vous avez la formule et vous allez pouvoir un peu vous dépatouiller. Est-ce que c'est clair, du coup, cette formule? C'est clair? Parfait. Parfait, parfait. Non, mais c'est nous qui ne sommes pas gentils. C'est ça la différence. Non, en vrai, en pharmaco, c'est vraiment nous, enfin, on va dans les petits détails du cours et tout. C'est parce que bah, on est là pour ça et on est là pour que vous compreniez bien les cours qu'on vous réexplique, les trucs un peu subtils, un peu compliqués à comprendre. Mais surtout en pharmaco, c'est pas ça dans toutes les matières. Dans d'autres matières, ils sont vraiment pas gentils, genre en biocell, etc. Genre, ils font vraiment des petits pièges. Mais en pharmaco, ils sont gentils. Vous allez le voir, on va vous faire un concours blanc là dans les semaines qui arrivent. Je sais plus quand est votre concours blanc, mais on va vous faire un concours blanc type concours, donc vraiment avec les questions qui peuvent tomber et qu'on va faire corriger par les profs. Du coup, vous allez voir que c'est vraiment plus gentil et plus sur les plus grosses généralités où genre le piège se voit énormément. Ah bah le 5. Ok, c'est dans pas longtemps. C'est dans vraiment pas longtemps. Mais du coup, vous allez voir, vous allez un peu plus cibler ce qui est comment ça va se passer en pharmaco, parce qu'en pharmaco, c'est vraiment cool. Enfin, c'est cool, mais il faut connaître son cours quand même. Hein, voilà. Ah bah peut-être que ça dépend de l'antenne, mais normalement, vous allez avoir tous le même. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la suite.
Du coup, la suite, la 17, la fixation aux protéines est généralement non spécifique et réversible. Vous avez mis quoi? Ah oui, pour la 16. Désolée, j'ai pas mis les réponses pour la 16. La 16, c'était A et C. C'était A et C. Du coup, ça, j'ai vu beaucoup de vrai et j'ai vu un faux. Ça, c'était vrai. Elle est non spécifique et réversible. Voilà, c'est bien non spécifique et réversible. Voilà. Pour la B, la distribution est influencée par la fixation en protéines plasmatiques et tissulaires, les caractéristiques physico-chimiques du principe actif et le débit sanguin au niveau des tissus. Vous avez mis quoi? Ah bah ça c'est parfait, vous avez tous raison, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Là, c'est plus une molécule est lipophile, plus elle est liée aux protéines plasmatiques. Vous avez mis quoi? Loin un peu des deux. Mais du coup, ça, c'était vrai aussi. Je vois plus de vrai quand même que de faux. Mais c'était vrai aussi. Donc, plus une molécule est lipophile, plus elle est liée aux protéines plasmatiques. D, le volume de distribution est un volume réel. Qu'est-ce que vous avez marqué? Enfin, qu'est-ce que vous avez dit? Ça, vous avez totalement raison. C'était bien faux. Pourquoi c'était bien faux? Est-ce que vous avez l'explication? Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est pas un volume réel, c'est un volume fictif. Voilà. Du coup, c'est abstrait. Exactement. Du coup, la E, la distribution tissulaire est restreinte pour les organes peu perfusés. Vous avez mis quoi? J'ai pas beaucoup de réponses, mais c'était bien vrai. Donc, elle est restreinte pour les organes peu perfusés et du coup, pour les organes perfusés, elle est importante. Et du coup, les organes perfusés, c'est le cerveau et le fœtus avec les barrières fœto-placentaires et hémato-encéphaliques. Je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà. Du coup, la 17. Oula, je fais des bêtises. La 17, c'était A, B. A, B, C, E. Voilà. Du coup, la 18. Allez, on y est presque. Il est 21h30. On y est presque. Il reste 3 QCM. Du coup, à propos de la pharmacocinétique encore, c'est le dernier QCM. Le métabo d'un xénobiotique se fait essentiellement dans le foie et dans le rein. Vous avez mis quoi? Alors ça, c'était bien faux. Du coup, le métabo, ça se fait dans les foies et dans le foie et dans les entérocytes, alors que l'élimination se fait dans le foie et les reins. Donc bien faire la différence entre métabolisme et élimination. Voilà. Le cytochrome P450 intervient dans la phase de conjugaison. Vous avez mis quoi? Hum, hum, hum. Je vois quelques réponses. Du coup, ça, c'était faux. C'était faux parce que le P450, il intervient dans la phase de fonctionnalisation et pas la phase de conjugaison. Voilà, petit piège pas cool. Il faut savoir la différence entre les deux. Du coup, la C, ça se rejoint un peu avec la B. La phase de fonctionnalisation correspond à la phase 2. Vous avez mis quoi?
Personne ne sait. Je vois pas de réponse. Ah, si. Ça, du coup, c'était faux encore une fois. Donc, il faut bien retenir que la phase 1, c'est la phase de fonctionnalisation et la phase 2, c'est la phase de conjugaison. Donc, bien retenir phase 1, phase 2, fonctionnalisation, conjugaison. Et donc, là, dans la phase 1, on a les cytochromes P450 qui interviennent, donc dans la phase de fonctionnalisation. Et le but, c'est de rendre la molécule plus polaire plus polaire et plus soluble. Donc, voilà. Du coup, la D, l'excrétion rénale correspond à filtration glomérulaire plus sécrétion tubulaire plus réabsorption tubulaire. Vous avez mis quoi? Il n'y a pas beaucoup de réponses, mais c'est pas les bonnes réponses. Ce piège était encore une fois pas cool. Il faut apprendre sa formule. Mais en gros, la réponse était filtration glomérulaire plus. Oui, du coup, c'était faux. Logique. C'est filtration glomérulaire plus sécrétion tubulaire moins réabsorption tubulaire. Mais je crois que c'était pas dans votre cours. Est-ce que c'était dans votre cours? Je sais pas, apparemment, c'était pas dans votre cours. J'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était pas dans leur cours. Je sais pas. Mais du coup, si c'est dans votre cours, c'est bien moins, c'est pas plus. Voilà, voilà. Pas en pharma. Ok. Ok, ok. Bah retenez pas, si c'est pas dans votre cours, ne. Mais si c'est dans votre cours, il faut l'apprendre. Hop, du coup, là. Donc c'est moins. Retenir que c'est moins. Et si c'est pas dans votre cours, bah c'est pas dans votre cours. Mais si c'est dans votre cours, c'est moins réabsorption tubulaire. Du coup, la E, on peut estimer la fonction rénale par mesure de la clairance de la créatinine. Oui, vous avez raison, c'était bien vrai. Donc, c'était la seule réponse vraie dans le cours. Il y a eu moins de réponses pour ce QCM, mais je pense que c'est dû au fait que c'est vraiment la dernière partie du cours et que après, je sais pas combien de pages, on en a marre. Mais du coup, essayez de réviser, genre la prochaine fois que vous révisez le chapitre, essayez de commencer direct par ces parties-là pour la connaître. Parce que bah, il peut y avoir des questions dessus et c'est débile. En vrai, moi aussi, cette partie, je la connaissais beaucoup moins parce que après, tu es épuisé à la fin, tu n'en peux plus, tu n'arrives plus rien à retenir. Donc la prochaine fois que vous révisez ce chapitre-là, commencez par cette partie-là. Ça ira mieux après. Et parce elle est dure aussi, cette partie-là. Du coup, là, on passe au dernier chapitre, aux deux derniers QCM. On tient le bout. Du coup, la pharmacovigilance. Donc, la pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments, etc. Vous avez mis quoi? Oui, vous avez raison, c'est bien vrai. C'est la définition de la pharmacovigilance, ni plus ni moins. Elle s'applique aux médicaments homéopathiques enregistrés ou non. Vous avez mis quoi? Alors, j'ai des vrais, j'ai des faux. Mais du coup, trois personnes qui ont mis fausse ont raison. C'est bien faux. C'était pas cool non plus, mais en gros, c'est que les médicaments homéopathiques enregistrés. Voilà, exactement. Tu as raison. Pas enregistré, ça passe pas. Exactement. Du coup, faut bien retenir que, ouais, c'est un peu triste. Faut bien retenir que, en fait, ce que je voulais vous faire comprendre dans ce QCM, c'est que homéopathique, comme enfin, je sais pas si, bah non, vous m'avez pas eu dans la première conf, mais en gros, homéopathique, comme il n'y a pas d'AMM, on peut dire, ah bah, du coup, ça concerne pas la pharmacovigilance, il n'y a pas d'AMM, c'est pas dangereux, etc. Mais si, ça concerne quand même la pharmacovigilance, mais il faut que ce soit enregistré. Voilà. Là, c'est le système national de pharmacovigilance comprend les CRPV. Vous avez mis quoi? Ouais, c'était bien vrai. C'était vraiment vrai. Du coup, la D, la direction de la surveillance est organisée en 5 pôles et une cellule de grossesse. Vous avez mis quoi?
Ouais, je vois la réponse dans le chat. Du coup, c'était bien ça. C'est bien 4 pôles et une cellule grossesse. Voilà, c'est bien 4 pôles, une cellule grossesse. Donc, la cellule grossesse est en plus. Ce n'est pas un pôle à part entière. Donc, si le QCM, c'est juste la direction de surveillance est organisée en 5 pôles, point, c'est faux. C'est 4 pôles plus cellule grossesse. Voilà. Du coup, la E, effet indésirable, réaction nocive et non voulue à un médicament, nanana. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? J'ai que 2 réponses. Ah, ça arrive, ça arrive. Ouais, vous avez raison, c'est bien vrai. C'est bien la définition de l'effet indésirable, finalement. Il n'y avait pas de piège, là, on a été gentils. C'est vrai qu'on fait tellement de pièges, après on voit des pièges partout. La 20, on est au dernier QCM, on va y arriver. J'espère que ça va pas trop long. J'espère que vous êtes toujours concentrés, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Après, on voit des pièges partout et après, on est matrixé par les pièges. Mais des fois, il n'y en a juste pas. Juste, c'est vraiment la définition. C'est la définition. Du coup, la dernière. Les CRPV sont agréés par le ministre chargé de la Santé. Vous avez mis quoi? Alors, ouais, moi, j'ai vrai. Pourquoi vous aviez mis faux? C'est les personnes qui ont mis faux. Ou peut-être que vous saviez pas, du coup, vous avez mis faux comme ça. Moi, j'ai bien vrai dans mon cours. Et nous, on avait bien mis vrai. Ah, ça sonnait pas bien. Ouais, en vrai, ce chapitre, il est un peu relou. Du coup, c'était bien vrai. S'il est bien agréé par le ministre chargé de la Santé. B. Les professionnels de santé décident ou pas de signaler tout EIM grave ou inattendu au CRPV dont ils dépendent. Vous avez mis quoi? Ouais, ça c'était bien faux. Vous avez tous raison. Il est obligé de le signaler, ce qui paraît du coup logique, mais vraiment il est obligé de le signaler. Après il y a plein de documents à faire, mais il est obligé. Là c'est, il y a 39 CRPV en France. Vous avez mis quoi? Ouais, je vois les réponses même en plus. Mais c'est bien F parce que c'est 31 CRPV. Donc retenez qu'il y a 31 et pas 39 ou un autre chiffre. C'est vraiment 31 CRPV en France. On est à dernier item, ça va aller. Au sein de leur établissement, les CRPV participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmacoépidémiologie. Vous avez mis quoi? Alors ça, c'était bien vrai. Il n'y avait pas de piège, c'était bien vrai. Donc voilà, on a fini pour ce soir. J'espère que ça n'a pas été trop long et que vous avez réussi à suivre parce que c'est vrai que du coup, pour la 13, je vais te redire ça. La 13, c'était CE. Merci en tout cas d'avoir écouté. C'était très cool de faire cette conférence. Ça a été plutôt actif, même si du coup je parlais un peu toute seule. Mais j'espère que ça a été, que vous avez réussi quand même à suivre. Vous avez quand même réussi à suivre. Donc voilà. On vous prépare un concours blanc de qualité qui sera normalement plus facile que ça. Donc, du coup, je vais rester un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit vous dites dans le chat, ou soit vous, soit vous me posez, vous me posez par audio, allumez vos audios. Voilà. Bon week-end, reposez, non, reposez-vous, essayez de vous reposer et travaillez bien. Travaillez la pharmaco. Donc, je vois, il n'y a plus beaucoup de personnes, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça.
Du coup, moi, ce que je te conseille, moi, je sais que après, moi, je fonctionnais, genre, si j'avais pas vu le cours avant, l'anal, vraiment, j'avais zéro. Je sais qu'il y a plein de copains à moi qui ont fait que avec les annales et ils ont eu, genre, la même note que moi. Parce que c'est vraiment les mêmes. Genre, est-ce que t'as déjà regardé les annales ou pas? Parce que en vrai, quand tu regardes les annales, moi par exemple, pharmacovigilance, je n'avais pas fait le chapitre et j'ai juste fait avec les annales et j'ai eu bon SQCM parce que c'était vraiment le même que l'année d'avant. Et il y a des chapitres où j'ai pas tout révisé. Mais en gros, les chapitres que je te conseille de réviser vraiment, genre c'est indispensable pour moi. Il y a des chapitres genre, bah, les premiers chapitres, du coup, je pense que ça va, tu les as faits. Mais là, dans les chapitres qu'on a fait, règles de... non. Ce que je te conseille vraiment de faire, c'est cible les mécanismes. Cible les mécanismes de vraiment le faire parce qu'il y a des subtilités et en vrai, c'est pas souvent la même... Enfin, c'est pas tout le temps la même chose. Donc, cible les mécanismes, pharmacocinétique et pharmacodynamie. C'est vraiment les trois que je te conseille de faire. Et après, c'est vrai que tu as privilégié, euh, si tu as privilégié, enfin, tu es vraiment en retard. Après, là, on n'est que le 21 octobre, hein, l'examen est dans longtemps. Mais c'est vrai que pour des petits chapitres comme pharmacovigilance ou règles de prescription ou des petits chapitres comme ça où il n'y aura qu'un QCM, fait avec les annales. Voilà. Mais après, en fait, le truc, c'est que vous êtes en LAS, du coup, vous avez que 2 ans d'annales. Du coup, bah, ça fait pas beaucoup et je sais pas si c'est pareil que les passes. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Mais oui, oui, c'est un peu chaud. Mais c'est vrai que la pharmaco, pour le coup, on peut vraiment se fier aux annales. Parce que les profs posent vraiment souvent les mêmes questions. Donc déjà, on va essayer de faire un concours blanc. Fais les concours blancs des anciennes années. Fais les annales. Et tu vas vite voir si c'est les mêmes ou pas. Mais c'est vrai que moi, en passe, du coup, j'avais jusqu'à 2014 et c'est vrai que c'était vraiment les mêmes. C'était vraiment les mêmes pour le coup. Et bah, du coup, révise vraiment les chapitres que je t'ai dit, même si tu es à la bourre, justement, révise les chapitres que je t'ai dit parce que c'est là où il y aura peut-être deux QCM ou voilà. Parce que c'est possible que, comme vous n'avez pas beaucoup de questions, pharmacovigilance, ça saute, quoi. Donc voilà, je sais pas si je t'ai répondu à ta question et si tu as d'autres questions. Bah parfait. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ok, bah pas de soucis, bon week-end. Je sais pas si Élise, tu as des questions ou juste tu n'es plus là. Mais je vais attendre un peu et après. Donc n'hésite pas si tu as des questions. Bon, bah je vais y aller. Je pense que tu n'es plus là. Et bon week-end. Voilà. Bisous!